Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information qui porte sur le projet de réaménagement de l'avenue McGill College. Cette séance va se dérouler en français, mais les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire en s'adressant à la commission en anglais et on va tenter de vous répondre dans la même langue. So this meeting will be conducted in French, but anyone who prefers to address the commission in English and ask questions in English may do so. So if you need a little bit more time, or if there's some things that you don't understand, don't hesitate to ask the question. We'll try to help you the best we can. Alors, je me nomme Dominique Olivier, je suis la présidente de l'Office de consultation publique et c'est moi qui assurerai également la présidence de cette commission sur ce projet de réaménagement. Je suis accompagnée dans ce mandat par Mme Priscilla Ananian, qui est professeure-chercheur à l'UQAM, ainsi que par M. Alain Duhamel, qui est journaliste et commissaire à l'Office depuis 2010. La commission est appuyée dans ses travaux par M. Pierre Goyer, qui agit à titre de secrétaire de la commission, que vous pouvez voir au coin ici. Permettez-moi, avant de commencer, de vous présenter rapidement tout le personnel qui rend possible cette activité ce soir. Donc, à l'accueil, Mme Christelle Lollier-Thiberge et M. Laurent Maurice Lafontaine, qui sont là pour vous donner toute l'information nécessaire disponible. M. Gilles Vézina, qui est attaché de recherche à la documentation à l'Office, est la personne à qui que vous pourrez contacter demain. Il n'est pas là ce soir, mais demain, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Les coordonnées de l'Office sont indiquées dans le dépliant que vous avez pu avoir à l'entrée, dont je croyais avoir une copie, mais que je n'ai pas là-dessus. Alors, vous trouverez, et puis vous pouvez le prendre à la table d'accueil, il y en a plusieurs. À la logistique, il y a Mme Brunel Amélie Bourque. L'Assemblée de ce soir est enregistrée... Ah, merci Pierre. Donc, le dépliant que vous pouvez prendre à l'entrée. L'Assemblée de ce soir est enregistrée et sténographiée. Et c'est M. Serge Boissé qui s'occupe de la sonorisation et Mme Louise Philibert de la sténographie. La web-diffusion est assurée par Coop TV. Et tout ce qui sera dit au cours de l'audience sera enregistré et transcrit. Les transcriptions feront partie du dossier de documentation qui est disponible à la fois sur le site Internet et en copie papier au bureau de l'Office. Je vous signale que l'ouverture de la séance ainsi que les présentations sont donc web-diffusées sur notre site web et sur notre page Facebook. Et j'en profite pour saluer les personnes qui participent avec nous à distance. Vous verrez également que nous prenons des photos. Si jamais vous ne désirez pas être pris en photo, ces photos sont utilisées généralement dans le cadre de nos rapports annuels et dans le cadre de nos rapports comme des photos génériques. Si vous ne désirez pas simplement apparaître, simplement allez le mentionner aux gens de l'accueil qui vous prendront en photo pour pouvoir s'assurer que vous n'êtes pas dans nos photos. Je sais que ça fait un peu bizarre, mais c'est la meilleure façon qu'on a trouvé de faire les choses avec les miracles de la reconnaissance visuelle à l'heure actuelle. Alors, je vais vous dire rapidement quelques mots sur la consultation publique et sur l'Office. Je rappelle qu'une consultation est destinée d'abord aux citoyennes et aux citoyens qui ont le droit d'être renseignés sur tout projet qui est susceptible de modifier leur cadre de vie. Vous le savez sûrement, on a à l'Office une obsession de la participation citoyenne et on essaye de tenter de faire entendre tous les points de vue sur un sujet, hein, certains diront même parfois faire exister la controverse, afin de faire émerger collectivement ce que j'aime appeler le souhaitable, l'acceptable et l'inacceptable. Ainsi, on est capable de mieux renseigner, on est un aide à la décision publique pour renseigner nos élus sur les meilleures décisions à prendre. Donc, je profite de cette occasion pour inviter toutes les personnes qui sont présentes ce soir à ne pas hésiter à poser leurs questions, particulièrement en ce qui concerne les femmes qui, selon nos chiffres, participent moins. Donc, c'est important de faire entendre vos voix. C'est non seulement un droit, vous avez le droit de faire entendre votre voix, mais c'est presque un devoir de faire valoir votre point de vue dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus. Ce soir, on fait une consultation en amont. Qu'est-ce que ça veut dire, une consultation en amont? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de projet défini. Il y a des paramètres, il y a un contexte dans lequel s'insère le projet, mais vous avez toute la place pour exercer votre créativité et faire en sorte de faire émerger des idées originales tout au long de ce processus de consultation.
On a pour principe de base de procéder de façon crédible, transparente, efficace. Je vous rappelle que les commissaires ne sont ni des élus ni des fonctionnaires, que même si l'Office est régi par la Charte de la Ville, c'est quand même une entité distincte et indépendante. Donc, on sera capable d'écouter vos opinions, quelles qu'elles soient, on ne penche ni d'un côté ni de l'autre à prime abord. D'ailleurs, toute personne qui préside une commission ou qui en fait partie s'engage à respecter le code de déontologie des commissaires, dont vous pouvez prendre connaissance à la table d'accueil, encore une fois, ou encore aller sur le site Internet de l'Office. 2 mots rapidement sur les étapes de consultation publique, et on a quelques images ici pour vous. Pour les gens dont c'est la première fois, que vous participez, une consultation publique de l'Office comprend toujours 2 parties distinctes. La première partie commence ce soir. Elle vise à permettre aux citoyens et à la Commission d'obtenir toute l'information possible sur le projet. Ce n'est pas le moment encore ce soir d'exprimer votre opinion, mais plutôt de s'informer. Donc, on recevra toutes les personnes désireuses de poser des questions sur le sujet qui nous préoccupe ce soir. Et je vous dirais même plus que ne pas poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit entraînerait fort probablement un projet qui ne serait pas à l'image des réalités vécues par les Montréalaises et les Montréalais et probablement occulterait certaines questions très importantes. On sait que traditionnellement, quand on pense par exemple à des sujets comme la sécurité des femmes ou la place à faire aux enfants, etc., si les femmes elles-mêmes ne se lèvent pas pour poser les questions, c'est souvent des choses qui sont oubliées. Donc, on veut vraiment que tous puissent prendre la parole afin qu'on essaye d'avoir un projet qui est le plus près possible des préoccupations des Montréalaises et des Montréalais. Nous vous inviterons ensuite à participer jeudi prochain, le 11 octobre, à une soirée d'inspiration qu'on a intitulée McGill en projet. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire défiler le programme. Donc, McGill en projet, qui vise à vous proposer non seulement une lecture historique de ce lieu emblématique, rappeler l'esprit des lieux, mais aussi à faire un tour d'horizon des projets en cours. Plusieurs personnes nous l'ont remarqué. On a vu qu'il y a des choses qui se passent à la place Ville-Marie qui sont en cours, au Centre Eaton. Tout ça, c'est des contextes, les travaux du REM qui ont commencé. Donc, tout ça vous permettra de mettre le projet en contexte pour la prochaine fois. Ensuite, puis pour pouvoir ensuite faire entendre vos opinions. Et on veut également vous proposer, lors de cette soirée du 11, divers projets qui viennent de divers horizons et qui pourraient nous inspirer à refaire notre place publique. On aura ensuite, du 16 au 19 octobre, 3 jours d'appropriation in situ de la future place, alors que nous fermerons un tronçon de la rue pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de l'utiliser à leur guise. Entre le 22 et le 29 octobre, on aura entre autres une maquette géante qui va se promener dans les immeubles riverains de la future place pour recueillir les opinions des utilisateurs quotidiens de ces lieux. Finalement, à compter du 6 novembre, la Commission se consacrera à l'audition des mémoires et des opinions orales. Cette étape est très, très, très importante puisque c'est le moment privilégié pour nous faire part de vos préoccupations, de vos propositions à l'égard du projet, de vos opinions par rapport à tout le contexte et tout ce qui se passe. Donc, ce sera vraiment le moment privilégié pour faire valoir votre point de vue. Vous devez aviser l'Office au plus tard le 1er novembre de votre intention de faire une présentation orale ou de présenter un mémoire afin de nous permettre de préparer le calendrier d'audition. Vous pouvez également transmettre un mémoire sans présentation orale ou répondre à ce que nous, on appelle les opinions en ligne qui seront ouvertes vers la mi-octobre. Donc, vous aurez la possibilité de répondre à des questions particulières posées par la Commission. Et on vous incite grandement à acheminer tous vos textes au plus tard le 4 novembre, si vous voulez en utiliser, parce que cela permettra à la Commission de les lire avant leur présentation et l'échange pourra ainsi s'en trouver beaucoup plus productif. Ensuite, on analysera toute l'information reçue et recueillie par les différents moyens, donc les opinions, les informations, les mémoires, et on fera rapport, on en tirera un rapport, les commissaires, qu'on remettra à la mairesse et au président du comité exécutif de la Ville et qui sera rendu public 2 semaines plus tard. Les rapports, je vous rappelle que les rapports de la commission ont une valeur consultative puisque la décision demeure celle des élus, elle appartient aux élus. Voilà. Alors,
Dernier élément, avant de procéder aux présentations respectives ce soir en ce qui concerne le déroulement des séances d'information. Pour présenter le projet et répondre aux questions du public et de la commission, nous avons avec nous Mesdames Christiane Raille et Ariane Quirion-Lamoureux. Il y a aussi dans la salle d'autres experts de la Ville, mais aussi des représentants du REM et d'Ivanhoe Cambridge qui peuvent répondre à vos questions techniques. Le tout devrait durer, alors toute la présentation, la première présentation devrait durer environ une demi-heure. Par la suite, on va prendre une courte pause d'environ 15 minutes au cours de laquelle je vais vous inviter, si vous voulez poser une question, à aller vous inscrire au registre qui est à la table d'accueil, qui est situé immédiatement à l'extérieur de la salle. Au retour de la pause, on va vous inviter, selon l'ordre d'inscription au registre, à prendre place à la table qui est ici devant nous et poser vos questions. Vous avez remarqué qu'on a une halte garderie, alors afin que les familles puissent retourner à leurs obligations le plus rapidement possible, vous nous permettrez de leur donner une priorité de parole. Donc, si vous avez des enfants à la halte garderie, n'hésitez pas à le mentionner à l'accueil pour pouvoir avoir la priorité de parole. Vous aurez droit à 2 questions par intervention. Je vous demanderai de limiter au maximum vos préambules, sauf si c'est indispensable pour comprendre le contexte de votre question ou de vos questions. En procédant de cette manière, ça va permettre au plus grand nombre de personnes possible de s'informer sur le projet. Normalement, le registre demeure ouvert jusqu'à vers 21h30, donc vous pourrez, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit en écoutant les gens, donc vous réinscrire et de nouveau avoir la possibilité de poser 2 autres questions. Donc, on est ici, nous, ce soir, pour vous accompagner dans cette démarche d'information. C'est une procédure qui, malgré notre organisation, ne se veut pas trop formelle, mais elle comporte quand même certaines règles dont l'objectif est d'assurer un bon fonctionnement de la soirée dans le respect de tous et toutes. Donc, on vous demandera d'adresser toutes vos questions à la présidence, donc à moi, et ensuite, je redirigerai les questions soit vers les personnes de la Ville ou elles-mêmes peuvent les rediriger vers les autres personnes ressources qui sont présentes ce soir. Il n'y a donc aucun échange direct entre le public et les représentants des différentes instances, et ça, dans le but, vous l'aurez compris, qu'on puisse canaliser le questionnement, que le plus de personnes possible puissent s'exprimer et éviter qu'ils se mettent à avoir un débat entre 2 parties dans la salle. Les personnes ressources sont ici pour nous apporter de l'information, pour permettre une plus grande compréhension des tenants et des aboutissants du projet qu'on va analyser ce soir. La commission, quant à elle, sera en mode écoute, mais on se réserve quand même le droit, à l'occasion, de poser des questions pour obtenir de l'information supplémentaire ou des clarifications. Si une réponse ne peut pas être donnée ce soir au cours de la séance, elle peut être fournie le lendemain ou encore par écrit dans les meilleurs délais. Toutes les réponses vont être publiques, les questions vont être publiques, les réponses vont être publiques, nous les notons, et elles font partie du dossier de documentation qui va devenir accessible à tous. En terminant, je vous dirais que ce soir, j'ai pour tâche principale de favoriser la participation de tout le monde et de permettre à tous de bien se renseigner pour le projet. Pour ce faire, et vous êtes déjà exemplaires en ce sens, rien de tel qu'un climat qui est serein et qui est courtois. J'aimerais vous rappeler de fermer vos cellulaires ou tout au moins de les mettre sur mode vibration afin que nous puissions tous bien nous entendre. Alors, merci beaucoup et je cède la parole à Mme Raille et Mme Quirion-Lamoureux. Bonsoir. Donc, d'abord, je voudrais vous remercier d'être si nombreux ce soir. Comme le disait Mme Olivier, je suis Christiane Raille, je suis chef de section au service des infrastructures de la voirie et des transports. On s'est peut-être croisés quelques fois au cours des dernières années parce que notre équipe est aussi responsable du projet de la rue Sainte-Catherine-Ouest, sur lequel on travaille depuis 2013-2014. Je suis accompagnée ce soir par Ariane Quirion-Lamoureux, qui consacre tout son temps et son énergie récemment, depuis quelques semaines, au projet de l'avenue McGill College. Je voudrais souligner dans la salle aussi ce soir la présence de notre directeur, M. Claude Carrette, le directeur du service des infrastructures de la voirie des transports, et M. Guy Charbonneau, qui est le directeur responsable de la coordination des grands projets à l'arrondissement Ville-Marie, avec qui on travaille de façon quotidienne et très proche sur ces grands projets. Également, si vous avez des questions plus tard, il y a nos collègues, Katia Edir, qui est chargée de communication attitrée au projet Sainte-Catherine et McGill College, et Noémie Lucas,
du développement économique. Donc, la présentation va se dérouler en 4 points. Je ferai l'introduction. Ensuite, je passerai la parole à Ariane pour les 3 points suivants. Ça nous fait très plaisir d'être ici ce soir pour vous parler d'un projet qui est aussi stimulant que McGill College. C'est la première fois pour nous qu'on travaille sur un projet qui est présenté à l'Office de consultation publique de Montréal. Donc, on est très curieux, enthousiaste et impatient de voir le résultat. Ça va peut-être être difficile pour nous de ne pas poser les questions directement, mais nous allons être très attentifs et écouter tout ce que vous avez à dire. Le projet McGill est à ses premiers balbutiements. C'est un projet dont on a commencé à discuter avec les nouveaux élus, qui ne sont plus si nouveaux maintenant, mais qui l'étaient en février-mars. Donc, on a commencé à discuter avec eux en février-mars de ce projet-là. À ce moment-là, on a fait quelques études pour vérifier un petit peu est-ce qu'il y avait du potentiel. On a produit quelques images qui vous ont été présentées le 26 avril. Le 26 avril, si vous vous souvenez bien, il y a eu une conférence de presse, une annonce publique. À cette occasion-là, Mme la mairesse a annoncé le nouveau scénario d'aménagement de la rue Sainte-Catherine-Ouest, mais elle a aussi annoncé qu'il y aurait une place McGill College. Et à cette occasion, Mme la mairesse, et je vais la citer, nous a dit que Montréal sera reconnu pour cet espace d'envergure internationale qu'est la place McGill, une expérience festive et chaleureuse, un espace à l'ambiance unique, dont le point de rencontre avec la rue Sainte-Catherine constituera l'hypercentre de la métropole, le cœur et l'âme du centre-ville. Donc, la commande est claire, elle est ambitieuse. Nous nous tournons vers vous maintenant pour vous demander comment est-ce que vous le voyez, ce cœur et cette âme du centre-ville. Donc, on commence le projet aujourd'hui et notre objectif est de démarrer les travaux en 2021. Je passe maintenant la parole à Ariane. Donc, bonjour. Il me fait très plaisir de venir faire cette présentation devant vous dans le cadre du lancement de la consultation publique de l'OCPM pour le projet de McGill College. Si vous vous êtes promené un petit peu dans le centre-ville récemment, vous avez pu constater qu'il est en pleine effervescence. Il suffit simplement de regarder pour voir qu'il y a des nombreux projets qui poussent partout. On a recensé ici une carte, en fait, dans le secteur à proximité de McGill College. Donc, vous voyez McGill College en rouge au centre de l'écran, pardon. Tous les projets villes sont répertoriés. On pense notamment à la rue Peel, donc la ligne en jaune qui va être complètement refait, ou encore le carré ici en bleu foncé qui est le Square Philippe, c'est la place du Frère André. Au-delà des projets villes, il y a 3 projets qui sont spécifiquement en lien avec McGill College qui lui touchent. Ça crée une opportunité unique de la repenser. Ce premier projet-là, c'est le réseau Express métropolitain, le REM. Vous avez vu les gens du REM tantôt à l'entrée, qui s'en vient s'installer au cœur du centre-ville avec une station qui va être sous l'avenue McGill College. Les travaux préparatoires du REM ont déjà débuté depuis la mi-septembre sur McGill et selon les informations actuelles, ils devraient se poursuivre jusqu'en 2022. Ces travaux-là, c'est des travaux d'envergure qui vont nécessiter de défaire une partie de l'aménagement de surface de l'avenue entre Sainte-Catherine et Maisonneuve. La Ville désire donc saisir cette opportunité-là pour venir refermer la rue avec le nouvel aménagement. Un autre projet important, Christian en a parlé, c'est un projet que notre équipe est en train de réaliser, c'est le projet de la rue Sainte-Catherine qui va être complètement transformé dans les prochaines années. Le nouvel aménagement va être réalisé sur Sainte-Catherine, entre Debleury et Mansfield dans un premier temps. Et ça nous offre vraiment l'opportunité de revoir l'ensemble du secteur, notamment l'intersection névralgique McGill et Sainte-Catherine, une intersection où il y a beaucoup d'actions, beaucoup de piétons, beaucoup de monde. Le concept de la rue Sainte-Catherine prévoit, entre autres, un élargissement majeur des trottoirs, donc en moyenne 6,5 mètres de trottoir, et un verdissement important de la rue. La Ville est actuellement en appel d'offres et on vise de débuter les travaux en 2019. Les promoteurs privés contribuent également au renouveau du centre-ville. On pense au projet, entre autres, au projet Nouveau Centre d'Ivanhoe-Cambridge qui prévoit des investissements totaux de 1 milliard de dollars dans le secteur. Certains sont déjà réalisés, l'hôtel Reine-Élisabeth qu'on voit en toile de fond sur l'image à l'écran, mais également des travaux qui sont en cours, comme ceux à la place Ville-Marie et également la rénovation du centre Eaton. Les travaux à l'esplanade de la place Ville-Marie comprennent l'ajout, en fait, d'un escalier architectural spectaculaire, c'est ce que vous voyez à l'écran, qui va vraiment venir créer un lien, en fait, entre l'esplanade de la place Ville-Marie et l'avenue McGill College.
Cela va cependant nécessiter un déplacement des entrées de stationnement de la place Ville-Marie qui vont être un petit peu excentrées par rapport à l'avenue. Et on devra alors repenser également l'intersection McGill et Cathcart. Donc, dans le but de faire un autre projet, de revoir l'ensemble du centre-ville, la Ville a également décidé de faire des travaux sur l'avenue Cathcart entre Mansfield et Union en complément, en fait, des travaux privés. Donc, je vous parle du futur de l'avenue McGill College. On essaie de se projeter, mais c'est quand même important de garder un œil sur ce qui s'est fait avant, sur le passé. L'avenue McGill College, elle possède une histoire qui est très riche. Elle a été créée en 1856. En fait, c'est le moment où l'Institut royal pour l'avancement des sciences, qui est l'ancêtre de l'Université McGill, qui décide de céder le terrain à la ville, et celle-ci la nomme alors l'avenue McGill College. Dès son ouverture, l'avenue adopte un caractère prestigieux. C'est alors une avenue résidentielle cossue, comme le démontre l'image à l'écran, qui date du milieu du 19e siècle. On peut voir là, en toile de fond le Mont-Royal. Au cours des décennies qui suivent, il y a plusieurs édifices institutionnels, commerciaux, religieux qui sont construits sur ou à proximité de l'avenue. L'Université Club est toujours visible sur la rue Mansfield. C'est l'image que vous voyez à votre droite, qui est d'ailleurs dans une aire de protection patrimoniale. Il y a également le Strathcona Hall, qui se situe encore aujourd'hui au coin de McGill College et Sherbrooke, et qui a pu être préservé lors de la construction de la place mercantile au tournant des années 80. Les années 60 vont transformer radicalement le paysage de l'avenue McGill College. Le projet d'envergure, qui est celui de la place Ville-Marie, donne vraiment une nouvelle échelle, surtout à la portion sud de l'avenue, alors que graduellement, les rues et les bâtiments anciens disparaissent. On fait un survol très rapide de l'aspect historique ce soir, vu le temps qui nous est alloué. Mais pour les gens qui sont intéressés à en savoir plus sur l'aspect historique, il y a une étude très complète réalisée par M. Jonathan Chat qui est disponible dans la section documentation. Donc, c'est le document 3.2 pour vous retrouver, ça va être plus facile. Je vous invite vraiment à aller le consulter. C'est un document très complet, très intéressant. Sautons aux années 80. Donc, les années 80 sont vraiment le théâtre d'une des premières mobilisations pour la modification d'un projet d'aménagement. En 1984, le promoteur Cadillac Fairview propose à la Ville de réaliser un bâtiment multi-usage, donc qui comprenait à la fois des bureaux, un centre commercial et également une salle pour l'Orchestre symphonique, l'OSM. Mais ce projet-là bloque complètement l'avenue McGill College. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran en ce moment, c'est la 4e version du projet déposé par Cadillac Fairview. On est ici au coin de la rue Sainte-Catherine. Donc, on fait le coin avec McGill et Sainte-Catherine. Le bâtiment que vous voyez ici, en fait, c'est le bâtiment qui abrite aujourd'hui le Banana Republic. Donc, on voit que, en fait, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, la vue sur la montagne est complètement bloquée. L'avenue McGill College n'est plus une avenue, mais elle est scindée. Ce projet-là, en fait, déclenche de vives contestations des différents milieux montréalais. À l'écran, ce qu'on voit, c'est en fait un encart qui est paru dans Le Devoir, qui invite vraiment les gens à se mobiliser à l'encontre du projet de Cadillac. Donc, vous avez l'encart et le zoom sur les images. Donc, cette image-là ici représente le projet, ou en tout cas une interprétation du projet de Cadillac Fairview. Ici, vous avez l'actuel boulevard en 1984. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que le cadre bâti ici à l'ouest est beaucoup moins dense, beaucoup moins haut que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, ici, c'est une projection, une suggestion de ce que pourrait être le nouveau boulevard là, sans le projet de Cadillac. Donc, devant la contestation, Cadillac Fairview n'a pas d'autre choix que de mener des consultations publiques à la fois sur le design urbain de l'avenue, l'aménagement de l'avenue et également sur son complexe. Le comité consultatif du secteur McGill College, qui est financé par des propriétaires de terrains riverains, est alors formé. Ce comité-là est présidé par la Chambre de commerce et comprend notamment des professionnels défenseurs du patrimoine. On pense à Félix Lambert, à Jean-Claude Marchand. Et le comité a pour rôle de concerter les différents acteurs, soit la municipalité et les propriétaires riverains. Suite à cette consultation-là, le projet de Cadillac est finalement modifié. Donc, l'empiètement sur McGill est abandonné, la salle de l'OSM est retirée du projet et le projet qui est aujourd'hui réalisé, en fait, on est tout près, là, c'est l'actuelle place Montréal-Trust, c'est la tour Bell Media juste à côté. Donc, on voit que ce n'est pas du tout le projet qui était proposé à la base.
En ce qui concerne l'aménagement de l'avenue, parce que le comité se penchait aussi sur cet aspect-là, c'est vraiment en se servant des travaux du comité consultatif comme base que la Ville et les propriétaires riverains s'entendent sur le projet d'aménagement de l'avenue McGill qui va être réalisé. C'est le projet qui sera réalisé en 88-89 et celui qu'on connaît aujourd'hui. En 89, une entente est signée entre la Ville et cette association-là, et cette entente-là prévoit en fait une participation financière à l'aménagement de base, donc pour bonifier l'aménagement, mais également un montant annuel qui va aller à l'entretien et à la bonification de la floraison pendant 20 ans. Donc, à l'écran, vous voyez en fait des archives de la Ville datées de 1990. C'est l'aménagement printanier. Donc, il était prévu que chaque année, il y aurait 3 aménagements floraux distinctifs, un au printemps, un à l'été et un à l'automne. Donc, près de 30 ans plus tard, on ouvre une nouvelle page dans l'histoire de McGill College. Donc, afin d'amorcer la réflexion, la Ville a établi des objectifs préliminaires. Ils sont préliminaires parce qu'ils pourraient être appelés à changer suite à ce qu'on va entendre lors de cette consultation-là, mais ils sont ceux-ci pour l'instant. Donc, le but est de générer une nouvelle place publique unique et dynamique, un lieu d'expression de la vitalité du centre-ville. Également, accompagner cette grande avenue dans sa transition vers un pôle de transport clé du centre-ville. Et finalement, offrir une expérience et des vues uniques aux piétons dans ce secteur de la Ville. Donc, McGill College jouit vraiment d'une localisation stratégique dans la Ville. Elle lie la place Ville-Marie au campus de l'Université McGill et éventuellement à la Montagne, qui sont 2 icônes de Montréal. Le projet actuel consiste à aménager les 4 tronçons de l'avenue McGill, soit entre Cathcart et Sherbrooke. Il est important de mentionner que chacun de ces tronçons-là est distinct, que ce soit par le type d'usage, le cadre bâti, la topographie. Dans l'aménagement futur, les intersections seront aménagées pour faciliter la transition entre les 4 tronçons, mais la circulation automobile demeurera sur les rues transversales telles que Maisonneuve, Président Kennedy. Donc, pour vous donner une petite idée de l'envergure, en fait, si on inclut les 4 tronçons, en excluant les intersections, donc vraiment la superficie brute à aménager, ça représente environ 12 000 mètres carrés. Donc, on voit à l'écran, à titre comparatif, la place des festivals dans le quartier spectacle, c'est 7 000 mètres, donc ça représente près de 2 fois cette superficie-là. Le potentiel est vraiment énorme pour cet espace qui est, on peut le dire, peut-être sous-utilisé actuellement. Donc, on a une faible circulation de transit, donc environ 6 000 à 10 000 véhicules par jour, ce qui est quand même relativement peu, et surtout des gens qui circulent, qui vont, par exemple, au stationnement ou au bâtiment. Donc, moins des gens qui essaient de circuler dans la ville d'un point A à un point B. Et là, une capacité de rétention des piétons qui est plutôt faible. Donc, à l'exception des terrasses, c'est plutôt rare de voir des gens assis là, sur la rue McGill. La rue McGill possède différents usages selon les tronçons, mais elle est principalement bordée de commerces et de bureaux. Donc, dans la section, ce que vous voyez en mauve, c'est l'usage de bureaux principal. Donc, principalement, les deux tronçons au nord sont faits de plus de bureaux. Et également, dans la portion sud, on retrouve plus d'offres commerciales et de restauration. On y retrouve aussi des terrasses, je l'ai mentionné, particulièrement dans le tronçon plus au sud, celui qui est plus près de la place Ville-Marie. La rue McGill, c'est aussi un pôle de transport important. Il se retrouve à proximité de la station du même nom McGill. La station McGill, sur la ligne verte, est la 2e la plus achalandée de tout le réseau de la STM. Donc, c'est un nombre faramineux de gens qui circulent là chaque jour. On retrouve également la piste cyclable sur Maisonneuve, qui est largement utilisée, la présence de nombreux Bixi, les accès au Montréal souterrain, etc. Il est évident que l'arrivée du REM va sans doute renforcer d'autant plus cette vocation-là par l'arrivée de voyageurs additionnels dans le secteur. Un peu comme l'aspect historique, on aurait pu passer toute la présentation à vous parler des caractéristiques actuelles du contexte de McGill et tout ça. On a préparé un document, en fait, qui est disponible sur le site de l'OCPM. Vous l'avez peut-être aussi, certains d'entre vous, en main. Il est disponible au point 3.1 de la section de documentation. On fait une synthèse des informations actuellement disponibles. On y traite notamment du cadre bâti, de l'art public, des débits véhiculaires et piétons. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à les consulter en ligne ou papier. La transformation de l'avenue en place publique implique par définition plus de place pour les piétons.
Cependant, la Ville devra prendre en considération les aspects fonctionnels et est ouverte également à entendre les Montréalais à ce sujet. Les contraintes d'aménagement comprennent notamment de maintenir l'accès au stationnement du Centre Études et de la place Ville-Marie, qui sont 2 stationnements importants dans le secteur, de conserver des accès dégagés pour les services d'urgence. Donc, par exemple, les pompiers exigent des corridors de 6 mètres de dégagement pour intervenir en cas de feu. Et également de maintenir les accès aux bâtiments sur l'avenue McGill College. Tel que mentionné par ma collègue Christiane, puis par Mme Olivier aussi, on est vraiment au tout début du projet, au tout début du processus. Donc, en parallèle avec la consultation publique de l'OCEPM que vous voyez à l'écran en rouge, on effectue depuis cet été et jusqu'au début 2019 différentes études, plusieurs études, notamment des études de circulation, des comptages piétons et vélos, une analyse fonctionnelle, une étude de caractérisation urbaine, également des projets d'aménagement inspirants, des études des besoins en termes économiques, touristiques, donc une foule d'études qui vont nourrir vraiment la réflexion entourant ce projet-là. C'est le résultat de ces études-là, combinées aux conclusions du rapport de consultation publique, qui vont nourrir le programme d'aménagement, c'est-à-dire les bases pour la conception du projet. C'est donc votre opportunité de vous faire entendre. Et une fois ce programme-là approuvé, le projet entrera dans une phase plus de conception. La consultation publique, c'est un étrange majeur pour la suite du projet. Donc, on aimerait vraiment vous entendre, notamment sur votre perception actuelle de l'espace. Donc, qu'est-ce que vous aimez actuellement, vous aimez moins? Quelle est la valeur symbolique pour vous de cet espace-là? Quelles sont vos perceptions à la fois pour l'ensemble de l'avenue, mais également pour chacun des tronçons ou des points de vue? Nous aimerions que la consultation publique nous permette de connaître vos ambitions pour cet espace et sur la façon dont il pourrait répondre aux défis de demain. Donc, on pense à des défis environnementaux, les changements climatiques, comment réduire les îlots de chaleur. On pense aux nouvelles façons dont on se déplace, à nos habitudes de voyage, à la manière dont on se diversifie qui évolue, aux transformations du commerce de détail. On fait de plus en plus d'achats en ligne, on fait livrer nos biens à domicile, à l'évolution des modes de vie, comme par exemple le fait qu'on travaille de moins en moins dans un bureau, de plus en plus sur la go et en plein air peut-être. Comment on fait pour animer nos centres-villes de jour, de soir, de fin de semaine, été comme hiver? Et comment il est possible, dans un espace de l'envergure de celui de McGill, de préserver l'identité du lieu. C'est-à-dire comment on évite de faire un espace générique qu'on pourrait retrouver à Toronto, à Vancouver, à Shanghai, à Stockholm. Comment on fait pour faire un espace distinctif qui nous ressemble? Ultimement, notre désir serait que la consultation stimule l'émergence d'une vision pour cet espace unique et prestigieux du centre-ville. Qu'est-ce qu'on entend par l'émergence d'une vision ou d'un positionnement? Par exemple, est-ce que l'avenue McGill College est un espace culturel complémentaire à ce qui est offert actuellement au centre-ville? Est-ce que la place serait plutôt une extension de l'espace de travail des étudiants et des travailleurs du secteur? On a beaucoup d'étudiants dans la salle aujourd'hui. Que diriez-vous d'aller faire vos travaux sur McGill College dans un futur proche? Est-ce qu'on veut plutôt un oasis de verdure et de détente, un lieu tranquille au centre-ville où on peut se reposer? Ou peut-être qu'on veut un espace, Mme la mairesse l'avait mentionné, un espace touristique signature pour Montréal, au même titre que le Belvédère du Mont-Royal, un espace où les touristes vont vouloir venir et revenir. Est-ce qu'on veut plutôt un espace pour se restaurer et magasiner qui offre une offre commerciale complémentaire à celle du centre-ville? Et si oui, comment s'assure-t-on d'offrir une offre commerciale unique à Montréal? Beaucoup de questions pour vous. Voyez-vous, j'espère que vous êtes prêts. Donc, on est très, très en amont du projet. Je pense qu'on l'a répété et répété. On a la chance d'avoir une page qui est presque blanche. On a peu de contraintes, beaucoup de liberté. On désire donc entendre les Montréalais, les gens du milieu des affaires, du tourisme, des milieux culturels et communautaires, les usagers, travailleurs, résidents, étudiants, sur leur aspiration, leur vision pour cette place. Nous souhaitons que la consultation publique stimule la créativité et l'engouement autour de cet espace en transformation. Au-delà d'un simple aménagement, nous désirons faire de ce lieu un espace distinctif pour Montréal, une place où Montréalais, travailleurs et touristes désiront venir, mais également revenir. Aidez-nous à écrire la nouvelle page de l'histoire de ce lieu important pour Montréal. Nous sommes impatients de voir les résultats de la consultation publique. La parole est maintenant à vous. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, ceci est tout à fait dans l'état, hein? Bravo. Ceci met fin à la première partie. Alors, à ce moment-ci, j'appellerai une courte pause. Il est 8h moins 20. On pourrait se retrouver dans la salle à 8h moins 5 pour être capable d'entendre vos questions. Alors, je vous rappelle la procédure. Vous allez à la table d'accueil, vous donnez votre nom pour pouvoir poser une question et ensuite, on va vous appeler dans l'ordre où vous êtes enregistré. J'invite encore une fois les voix qu'on n'entend pas souvent à se manifester et à venir poser les questions. Toutes les questions peuvent aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, à tout à l'heure. Merci. J'appellerai M. Martin Dion. C'est vous? Parfait. Donc, vous êtes bien en place. Voilà. Alors, nous allons reprendre. On me dit qu'il y a quelqu'un qui aurait égaré un parapluie gris. Si c'est votre cas, il est à l'accueil. Vous pouvez aller le récupérer à la table d'accueil. Alors, parfait. Alors, Monsieur Dion, vous pouvez poser votre question. OK. La question qui est reliée à la rue McGill seulement. OK, allez-y. Oui. Bonjour, je me présente Martin Dion, membre du conseil d'administration du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs, les gestionnaires. La première question, ça concerne l'accessibilité universelle concernant les bateaux pavés. Quelle mesure est prévue pour, en cas de bris pour les réparations plus facilement? Est-ce que ça va être en pavé uni, comme la rue Sainte-Catherine future? Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse. Je vais répondre. Bien, en fait, comme il n'y a pas encore de projet précis, on n'a pas déterminé ça encore, mais si vous avez une préférence, on vous invite à la faire connaître à l'Office de consultation publique. La prochaine, le 11 novembre? Oui, alors... le 6 novembre, je veux dire. Le 6 novembre, effectivement, vous pourrez nous déposer un mémoire et nous faire connaître... J'ai d'autres questions. Allez-y, votre deuxième question. Premièrement, est-ce que le projet des trottoirs chauffants, est-ce que ça allait tomber à l'eau? Parce que alors là, vous parlez de Sainte-Catherine, c'est ça? Non, de McGill College. Ah, s'il y a des projets de trottoirs chauffants sur McGill College. Ça m'étonnerait beaucoup. Non, on n'en a pas entendu parler pour McGill du tout. Je peux répondre pour Sainte-Catherine aussi, il n'y a plus de trottoir chauffant. C'est prévu? Non, ce n'est plus prévu. Ce n'est plus prévu. OK, à raison des hausses de coûts. Je pense que c'est ça. Okay. Voilà. Oui. Mais merci beaucoup, monsieur. Que j'ai oublié aussi, ça peut être ma dernière question, c'est les signaux sonores pour les non-voyants au feu de circulation. Est-ce qu'il va y avoir des feux sonores au feu de circulation pour les non-voyants? On n'est pas rendu là encore pour McGill, mais ça aussi, s'il vous plaît, mettez-le dans votre mémoire ou dans vos recommandations à l'Office. Et je pense ne pas trop m'avancer en disant que le mémoire, ça peut juste être une page, là, ou un paragraphe sur une page. Donc, c'est pas obligé d'être quelque chose de très compliqué, mais faites connaître vos préférences. OK. Oui. Non, je m'excuse, c'était 2 questions. Est-ce que vous en avez une dernière? Parce que je ne veux pas vous envoyer pour vous faire revenir, mais ce serait vraiment la dernière. Oui. Allez-y. L'important aussi, c'est garder sur la verdure aussi, pas l'enlever complètement non plus. D'accord. Merci beaucoup. On vous invite, bien sûr, au nom du regroupement, à revenir le 6 novembre, soit à faire... à déposer votre mémoire en ligne dans les mini-mémoires ou bien à revenir devant la commission pour nous présenter votre point de vue. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Je peux peut-être compléter l'information aussi pour dire à tous qu'à la Direction des transports, il y a un comité sur l'accessibilité universelle avec lequel travaillent les gens de la Direction des transports et tous les projets que l'on travaille, les grands projets qu'on travaille dans notre service sont présentés à ce comité-là sur lequel siègent des organismes qui défendent les droits des gens avec certains enjeux d'accessibilité. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur André Boisclair, s'il vous plaît.
Madame la Présidente, publiquement, félicitations pour la reconduction de votre mandat. Merci beaucoup, M. Boisclair. Mesdames, Madame, Monsieur les commissaires, Madame, Monsieur, donc je représente l'Institut de développement urbain, qui est essentiellement le regroupement des grands propriétaires immobiliers du centre-ville de Montréal, du centre-ville de Montréal, et notre organisation réplique le même modèle dans la ville de Québec. La première question est la suivante, sans préambule. Vous avez annoncé un début des travaux 2021. 2021, c'est demain, du point de vue de l'administration publique. Est-ce que nous avons une idée du cadre budgétaire et de façon plus précise? Est-ce qu'il y a des sommes qui sont réservées au PTI de la ville? Et avez-vous des informations à nous donner à ce sujet? Madame Ray? PTI, je ne pense pas, mais PDI, oui. Est-ce que vous pouvez... Je passe la parole à M. Claude Carrette, directeur du service des infrastructures de la voirie et des transports. Et s'il vous plaît, M. Carrette, parlez dans le micro pour qu'on puisse l'avoir pour le transcrire. Donc, vous savez, on a un programme, lorsqu'on parle de PTI ou d'investissement, c'est un programme triennal d'investissement à la Ville de Montréal qui est adopté annuellement. Donc, le plus récent a été adopté en janvier dernier, donc suite aux élections en novembre 2017. Donc, un programme triennal 2018, 2019, 2020, où il y avait des argents, notamment pour le projet Sainte-Catherine. Nous sommes à concevoir présentement le programme triennal 2019, 2020, 2021, dans lequel, justement, il y a des propositions qui sont faites de la part des services administratifs au niveau des phases 2, des phases 3, sur la base de l'annonce de Mme la mairesse du début de l'année. Donc, sachez que l'ensemble des représentations ont été faites dans ce sens-là, et on va laisser le soin à nos élus d'adopter le PTI 2019-2021, dans lequel on pourrait retrouver telles sommes qui sont requises pour faire les projets de Sainte-Catherine et McGill. Et donc, ça se fait au moment du budget d'ici la fin de l'année, de cette année? Oui, normalement, le PTI est adopté. Le programme triennal d'immobilisation est adopté d'ici décembre, avec une forme de consultation publique en commission, la commission des finances de la Ville de Montréal, sur laquelle siègent des élus. Et donc, je comprends de cette réponse que ce projet serait essentiellement un projet financé par les autorités publiques. Est-ce que c'est votre deuxième question, M. Peut-être, oui, peut-être. Non, mais non, d'accord. Ah non, je la mets. Non, mais ça va, on va. Je pense qu'on a intérêt à entendre la réponse. On est ouvert aux discussions à ce niveau-là. Vous me relancez une question, je vous en posais une, j'ai pas eu la réponse. Non, mais je note que je n'ai pas eu la réponse je note que j'ai pas eu la réponse à la question. À votre question sur vous trouvez que la réponse le financement, n'est pas satisfaisante sur le financement? Sur les formules de financement qui sont... Il n'y a rien en ce moment sur les modèles regardés et ainsi de suite. Donc, la seconde question aurait trait à la question de l'état des infrastructures. Donc, dans les éléments de contexte qui ont été présentés tout à l'heure, Mme Quirillon nous a présenté un peu des éléments de la rue, l'histoire et ainsi de suite, des éléments tous particulièrement pertinents. Mais qu'en est-il du sous-sol qui, lui, pourrait aussi commander des interventions, en particulier sachant que sur une Maisonneuve, il y a des stations de métro imperméabilisées. Donc, est-ce que la Ville pourrait communiquer dans sa motivation à aller de l'avant avec ce projet? Quelle est la réalité des infrastructures? Parce qu'au-delà de ce qui se fera en surface, il y a une réalité en sous-sol. Et donc, qu'est-ce que la Ville a communiqué comme information sur cette question pour éviter que ce soit une perpétuelle réouverture de rues dans les prochaines années? Donc, Madame. Les études ont été commandées. Nous attendons les résultats. Et bien sûr, comme dans tous les grands projets, si les infrastructures souterraines sont à refaire, nous allons les refaire. Et d'avoir cette information-là va nous permettre notamment d'établir les budgets requis pour faire le projet. Est-ce que ça sera connu avant la consultation? Ça ne sera pas connu avant la consultation, non. Pardon? Ça ne sera pas connu avant la consultation, non. C'est une consultation en amont. C'est un des inconvénients, c'est que tous les résultats des études ne sont pas connus. Mais... Je reviendrai. Dernière petite question, si je peux me permettre. La gouvernance de l'espace dans les éléments de contexte, des places, sans doute pas aussi grandes, mais il y en a d'autres sur le territoire de Montréal, donc quartier des spectacles et d'autres, puis que les Montréalais connaissent bien. Est-ce que vous avez une réflexion d'ici la consultation qui aura lieu dans quelques semaines, une réflexion sur la gouvernance de cet espace et comment, au-delà de la brique et du béton, la Ville réfléchit et qu'est-ce qu'elle met comme perspective dans les éléments de contexte au jeu en termes de gouvernance de cet espace public? Madame Ray?
Ça, c'est une question sur laquelle on aimerait beaucoup entendre les gens à l'Office de consultation publique de Montréal. C'est un sujet sur lequel on n'a pas eu de discussion avec le milieu encore. Je vous remercie, Donc, qui est Madame la Présidente. ouverte à la consultation. C'est un des extrants qu'on peut attendre de la consultation. Merci, Madame la Monsieur Présidente. Boisclair. J'appellerai Madame Alison Hockney, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame. Bonsoir. J'aimerais m'assurer que les gens en arrière de la salle m'entendent bien parce que tout à l'heure, nous avions du mal à entendre M. Boisclair. Est-ce que tout le monde entend derrière la salle? Oui? Oui, parfait. Tout le Merci. monde vous entend, Madame Hockney. Bien. Alors, je suis membre de la coalition Transparence qui s'intéresse à la transparence dans tout développement et gouvernance des transports en commun. Et ma question peut-être ressemble un peu à ce que M. Boisclair a demandé. Ce qu'il me semble qu'on ne peut pas vraiment exclure la partie souterraine de ce projet. C'est vraiment un tout pour moi. Avec la nouvelle gare du REM. Et je me demande pourquoi la consultation publique ne s'est pas faite avant que les travaux soient commencés déjà. D'accord. Ma première question. D'accord. Je vous dirais, de notre point de vue de l'Office, ce n'est pas un mandat que nous avions de faire la consultation sur le REM. Je ne sais pas si vous avez des... Pour ce qui est du projet ville de réaménagement de McGill, la consultation a lieu avant les travaux, puisque c'est ce que nous faisons. Vous parlez des travaux du REM. Je parle des travaux qui se font en dessous et une partie de l'avenue McGill College est déjà arrachée, on le sait, si quiconque y est déjà allé récemment. Alors, je me demande comment ça se fait. Oui, mais vous comprenez, nous représentons la ville et ce n'est pas un projet de la ville. Ce n'est pas un projet de la ville. Le réseau électrique est... Je pense qu'il y a quelqu'un du réseau électrique ici, c'est ça, Madame Cousineau. Donc, vous pouvez adresser vos questions sur le processus du réseau électrique aux gens de CDPQ. Mais c'est à la ville de la ville que je veux avoir des réponses. Mon autre question, est-ce que vous pouvez montrer à l'écran où exactement serait la gare du REM par rapport à l'avenue McGill College? Mais on peut essayer de vous le montrer, mais l'idéal, c'est que les gens du REM vous le montrent parce que nous, on n'a pas le projet du REM. Essayez alors. Oui. Ben, en fait, il y a une sortie sur de Maisonneuve aussi. Est-ce que tu peux répondre? Oui. On a avec nous Mme Cousineau, je vais vous demander d'aller chercher un micro là, qui est de CDPQ Infra et qui sera capable de répondre à votre question. Oui, en fait, Virginie Cousineau, directrice affaires publiques du bureau de projet REM. C'est comment le piton? Parfait. Donc, en fait, la station... Bon. Alors, la station du REM, si on voit, elle est située, en fait, tout simplement dans l'axe entre Sainte-Catherine et le boulevard Maisonneuve. On est dans le corridor existant du tunnel du Mont-Royal. Alors, les quais seront construits sous l'avenue McGill College, entre ces deux boulevards-là, donc Sainte-Catherine et boulevard Maisonneuve. Et l'accès à la station se fait par les accès existants des bâtiments commerciaux qui sont là déjà. Donc, l'accès de la station, elle est par les bâtiments existants de la rue de l'avenue McGill College. Est-ce que ceci répond à votre question? Merci. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Je vais en autoriser une, mais je vous rappelle que pour que tout le monde puisse s'exprimer, il faut vraiment se garder à 2 questions et ensuite pouvoir se réinscrire. Mais allez-y, je vais vous laisser poser votre dernière question. Merci. Comme on parle de l'aménagement en surface, nécessairement, il ne faudrait pas que ça s'effondre en dessous
Alors, je me demande qu'est-ce que la ville a prévu comme surveillance du chantier, parce que certains s'inquiètent qu'il y a risque d'effondrement. D'accord. Est-ce que vous avez une réponse, Est-ce que vous Mme parlez Ray? des travaux du REP? Oui, qui sont en dessous de ce nouveau projet de l'avenue. C'est pour ça que je vous demande qu'est-ce que la ville a prévu comme Oui. surveillance. Ce que la ville a prévu comme surveillance. Oui, j'ai Chantier demandé du ça REM. à la ville parce que Oui. Ben, on peut C'est peut-être avoir la à- réponse de Mme Cousineau, puis ensuite, Mme Ray pourra compléter. Oui, mais en fait, l'ensemble des travaux du REM sont coordonnés par un consortium, Nouvelle Ère, qui est composé de différentes entreprises qui ont fait des travaux partout à travers le monde. Il y a évidemment une équipe de surveillance de chantier. L'ensemble des travaux sont faits, évidemment, avec des zones protégées. Les infrastructures sont sécurisées avant de faire des interventions majeures. Alors, il faut comprendre que le tunnel du Mont-Royal est à quelques mètres dessous du trottoir, donc on n'est pas à une excavation très profonde. Et c'est justement, pour l'instant, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on déplace les réseaux d'utilité publique pour éviter qu'il y ait des interférences et donc se donner l'espace pour bien travailler, pour qu'il n'y ait aucun imprévu dans l'ordre du chantier. Savez-vous, Mme Ray, s'il y a une surveillance autre prévue à la ville? Ou monsieur... oui, je m'excuse, je vais vous demander de venir. En fait, on aurait dû vous laisser des chaises en avant. Il faut dire que la situation du REP est partie. Oui. Donc, il faut comprendre que dans nos équipes, lorsque des projets des partenaires, comme pour la Caisse de dépôt, essentiellement, c'est qu'on les accompagne. Donc, la Caisse de dépôt, nous, on a une équipe de 25 personnes qui accompagnent la Caisse de dépôt dans son projet. Et dans ce sens-là, ils sont évidemment responsables de la réalisation de leur projet. Les ingénieurs qui vont réaliser leur projet signent les plans. Donc, et nous, on les accompagne, que ce soit pour les réseaux techniques urbains, pour les réseaux d'eau, donc parce que c'est des réseaux qui appartiennent à la ville. Donc, en termes d'ingénierie, en sous-sol, nous, on les accompagne pour donner l'ensemble des informations et, oui, autoriser certains éléments à ce niveau-là. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Oui? Pas, non, pas vraiment. pas vraiment. Tiens, comme dans un truc. Voilà. Alors, si vous voulez, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez vous réenregistrer. J'appellerai maintenant M. Dinou Boumbarou. Bonsoir, Madame la Présidente, commissaire. J'ai deux questions à Héritage Montréal. Enfin, on a deux questions. On va accompagner la consultation, mais ici, on a deux questions dont les réponses, on pense, seraient utiles, pas juste à nous. On l'espère. Peut-être ça va se retrouver après ce soir. Là, il n'y a pas de problème. Dans un premier temps, en prenant le code en référant aux consultations de l'Office de consultation de Montréal sur le plan de développement de Montréal. Il y a quelques années, on avait demandé s'il existait une cartographie des espaces civiques. On a vu à la page 24 du document synthèse, on a un plan du Montréal souterrain qui montre bien qu'on a affaire à un espace qui dépasse de loin le simple plan de bâti à bâti, trottoir et tout ça, là. Il y a une arborescence et ce serait peut-être utile dans un cas comme celui-ci de pouvoir comprendre, surtout tantôt on parlait, est-ce que les étudiants vont aller travailler dans l'avenue? Peut-être plus de chances qu'ils aillent dans les cafés, mais parce que les cafés participent à l'avenue. C'est un exemple que je vous donne. Est-ce qu'il y a une connaissance qui est disponible peut-être avec la géométrique à la ville? Ça permettrait de comprendre le lien entre le public, le privé, semi-public, le supérieur, le souterrain et des espaces. Il y a une arborescence très riche qui pourrait nous aider à comprendre ça. C'est la première question. Et c'est dans l'esprit de ce qu'un Italien avait fait qui s'appelait Jean-Baptiste Nolli, c'est un architecte, c'est utile de le rappeler. Le plan de Nolli, c'est un instrument de planification urbaine très connu. Est-ce qu'on peut l'avoir pour un site comme ça? Réponse, Madame Ray. Oui, je pense ne pas me tromper en disant qu'on l'a mis dans notre... C'est un des livrables de notre étude de caractérisation, hein, de faire cette... oui. Bon. Donc, ça sera... Je ne pense pas qu'elle est disponible en tant que telle en ce moment, mais on le fera produire par les études qu'on va réaliser. C'est apprécié. Deuxième question, pour traiter de
on a vu dans le document encore comment on va passer d'une avenue à un espace public. Est-ce qu'on peut avoir un glossaire de ces termes-là? Avenue, qu'est-ce que ça représente dans la Charte de la Ville de Montréal? Référence à la consultation de l'Office sur le parc Jean-Drapeau. Il y a eu tout un document complémentaire sur le statut, les définitions. Parce qu'une avenue, c'est pas un square, c'est pas un parc, c'est pas un boulevard. C'est juste s'entendre sur les termes, ça pourrait être utile pour que la consultation soit éclairée. Donc, vous demandez, est-ce que la Ville peut nous fournir un glossaire, un lexique, finalement, qui nous expliquerait quelle définition elle met derrière quelle expression? Exactement. Et plusieurs fois. Tout en sachant que c'est une consultation en amont, ce qui fait qu'on est peut-être dans un espace d'invention terminologique, mais c'est à partir de quel dictionnaire on travaille, notamment les dictionnaires statutaires, par exemple de la Commission de toponymie de la Ville, parce qu'il y a la voirie, la toponymie, la culture, le quartier, ça peut être un peu mélangeant. Tout à fait. Mais M. Boumbarou, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas, dans le cadre de cette consultation-là, vos propres définitions? Parce que c'est l'idée de la consultation. Non, on n'est pas dans je m'excuse. Mais on peut tenter de vous donner une définition, mais ce titre-là, je pense que c'est le titre de l'Office, n'est-ce pas? Moi, j'aurais tendance à vous dire que dans ce cas précis, et la Commission l'a noté d'ailleurs dans votre présentation, ne serait-ce qu'au moment où vous présentez... c'était quoi, une des premières diapositives, vous utilisez déjà 3 concepts. Vous dites que ça va être une place publique, mais qu'il faut qu'on accompagne l'avenue en même temps. Alors, c'est vrai que ça peut être, ça nous paraît un peu évident qu'il faudrait qu'il y ait une plus grande précision dans les termes utilisés, même si après ça, les citoyens peuvent vous proposer d'enrichir ce glossaire-là, mais ce serait intéressant de savoir quelle était l'intention ou la vision initiale quand vous avez utilisé ces mots. Parce que vous avez utilisé, par exemple, dans votre toute première diapositive, je ne sais pas, enfin une des toutes premières, vous utilisez le terme, vous dites on va passer à une place publique, pas à un lieu public, à une place publique. Qu'est-ce que vous avez en tête précisément lorsque vous dites place publique? Écoutez, on va faire mais vous comprenez que la raison pour laquelle ces termes-là changent, c'est qu'il n'y a pas de vision claire de qu'est-ce que ça va être. Mais on va tenter de répondre à votre commande et on va faire très attention de corriger pour que nos documents soient très cohérents avec les définitions qu'on vous aura données. Merci beaucoup. Donc, on attendra ça, on va vous le demander et on attendra ça pour le mettre sur notre site web. Merci, M. Boumbarou. J'appellerai maintenant M. Harouche Kenny, s'il vous plaît. Kenny Harouche, mais c'est pas Kenny Harouche, pardon, excusez-moi, je l'avais dans l'autre sens. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, bonsoir. Bonsoir. J'ai 2 petites questions. La première, je m'en excuse, concerne encore un peu le REM. J'ai entendu Madame tout à l'heure dire que l'accès à la future station McGill se fera donc par les entrées de la station qui existent actuellement. Cependant, un document que je ne retrouve plus faisait état de la possibilité d'un nouvel édicule pour la station McGill qui viendrait émerger dans la nouvelle place et donnerait une nouvelle entrée majestueuse à cette station qui le mérite bien. Est-ce que cette possibilité existe toujours à l'heure actuelle ou c'est complètement rayé de la carte? D'accord, c'est une bonne question, Mme Paille. Oui, ce document-là, vous faites probablement référence à un document qui a été produit par Provencher-Roy en avril. Ouais. Oui, c'est ça. On a effectivement, c'est quelque chose que la Ville regarde et trouve intéressant de considérer, mais le projet actuel du REM ne comporte pas d'édicule à cet endroit-là. Donc, c'est une discussion qu'on a eue entre nous et on avait demandé notamment à l'Office, on avait mentionné que ça serait intéressant que les gens se prononcent sur cette question-là pendant la consultation. De l'intérêt à ce qu'il y ait un édicule, effectivement, sur l'avenue McGill College qui donne accès directement au quai. Mais ce n'est pas prévu dans le projet actuel du REM. Mais c'est encore une possibilité, c'est ce que vous nous dites. Donc, dans la consultation d'amont qu'on tient maintenant, les citoyens pourraient... On comprend que c'est une possibilité. C'est ce qu'on comprend nous aussi. D'accord. Très bien. Donc, je vais utiliser cette tribune pour inviter tout le monde à faire cette demande auprès de vos collègues du REM. Je pense qu'il serait un bel ajout pour cette place. Ma deuxième question, encore une fois, légèrement reliée au REM. J'ai cru comprendre que l'ouverture de la place publique se ferait au terme de la construction de la station du REM, puisque les deux chantiers vont bien sûr cohabiter. Cependant, suivant cette approche en 4 tronçons qui a été évoquée dans la présentation, se pourrait-il que certains des tronçons
de la place publique soit prêt avant le tronçon ultime que nous réserve la station du REM. En bref, doit-on attendre 2023 ou plus tard pour l'avoir, cette belle place publique? En fait, le plus tôt on pourra être en travaux, c'est 2021. Et probablement qu'on ne pourra pas être en travaux sur le tronçon entre Sainte-Catherine et de Maisonneuve avant 2022, parce que le REM, eux, ils vont finir leurs travaux en 2021. Donc, si on commence les travaux sur McGill, ça ne sera pas dans ce tronçon-là. Donc, en ce moment, de ce qu'on discute, puis c'est encore tout à revoir, ça serait probablement l'intersection avec 4 cartes, parce que comme Place Ville-Marie, ils refont leur entrée au stationnement, il va falloir refaire cette intersection-là. Donc, vraisemblablement, s'il y a des travaux en 2021, ça serait dans ce secteur-là. Ensuite, 2022, ça serait entre Sainte-Catherine et de Maisonneuve. Pour les dates des autres tronçons, on n'en a pas discuté, on n'est pas rendu là dans la planification. Puis on peut s'attendre à aménager un espace comme celui-là, dépendamment de ce qu'il y a à faire aux infrastructures souterraines, ça prend environ 2 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ilko Dimov, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Ilko Dimov, je suis représentant du Comité pour la République du Canada. Et mon question est liée au droit de libre expression. Les places publiques sont une place réservée constitutionnellement pour l'expression des citoyens, de faire des manifs, de discuter la politique. C'est-à-dire avant d'avoir des élections, avant d'avoir des candidats, avant d'avoir des parlements, des premiers ministres, le rôle des citoyens est préserver son place là où on peut exprimer son opinion et discuter avec l'autre citoyen les différentes opinions, différentes idées, différentes visions politiques et économiques. Ce qui se passe, est-ce que ça s'était discuté dans votre projet pour préserver les droits des citoyens? On a vu les places de McGill, College. Les places publiques, on a eu des démonstrations de travailleurs de construction dans le temps de Charest, dans le temps de Mme Marois. Ce qui se passe, je me demande qu'est-ce que je comprends bien votre question, c'est est-ce qu'il est prévu que la place la future place McGill College permette encore des rassemblements, des manifestations et des rassemblements publics? Parce que, par exemple, Place des Arts, il a perdu son statut pour une période de 3 mois dans l'été, quand on a des spectacles. Des festivals. Alors, vous voulez savoir... C'est-à-dire, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le droit des citoyens va être limité sur ces places? Est-ce qu'on va nous pousser dans les périphéries, dans les villes, où on ne peut pas avoir de visibilité? Est-ce que ça s'était discuté par les villes de Montréal? Est-ce qu'il y a des garanties que nous, on va avoir notre place? Madame Ray. Je vous avoue que c'est un sujet qu'on n'a jamais discuté. On a toujours présumé que ce droit-là serait maintenu. Je n'étais pas au courant que ce droit-là était parfois retiré dans certains espaces publics. Je vous invite à à faire connaître à l'Office vos recommandations à ce sujet-là. Comme ça, on va pouvoir étudier la question. Je vais vous envoyer les documents. On a eu des décisions de la Cour suprême du Canada de 1995. Comité pour la République du Canada contre Reine Elisabeth. Je vais vous présenter les documents qui garantissent que les citoyens ont une place garantie sur les places publiques, sur les territoires et dans les parcs. Et je veux que les villes défendent le droit des citoyens d'avoir cette opinion exprimée. Monsieur Dimov, oui, on a bien compris. Merci. Ce serait bien que vous envoyiez à l'Office les documents auxquels vous faites référence ce soir, et comme ça, on pourra les déposer pour le bénéfice de tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Milorad Bogetic, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis fondateur de l'urbanisme intégral, et depuis M. Bourque, M. Tremblay et M. Coder, je propose des projets d'aménagement basés sur l'activité, parce que je suis en même temps concepteur d'un concept zéro chômage, ce qui vous étonnerait, donc activité totale. Donc tous les programmes sont basés sur les activités et leur rentabilité et les gains et impact sur le public et le social. Ma question, c'est telle que... D'abord, j'aurais aimé féliciter Mme Plante
pour ce que vous faites ce soir. Moi-même, je suis surpris. J'ai pensé qu'on va enchaîner sur les projets qu'ils ont fait Sidley et l'équipe précédente. C'est vraiment comment il faut faire un exemple pratiquement scolaire d'un chemin qu'il faut aller pour programmer une activité. J'appelle ça activité qui va être animée, qui va animer cette place. Ma question, c'est donc, est-ce que c'est possible de faire ça avec une manière de la ZAC, zone d'aménagement concerté, qui est très pratiquée à Paris et ailleurs, si vous voulez, et qui devrait être appliquée ici aussi, particulièrement sur McGill College, et par la suite sur Sainte-Catherine ou place Montreal. Donc, est-ce que c'est possible de faire un partenariat public-privé? Parce que, vu l'espace, il faut absolument créer un organisme qui pourrait, si vous voulez, gérer, promouvoir cet espace, ses activités et les maintenir par la suite. Voilà, c'est tout. Donc PPP, je comprends que votre partenariat public-privé, oui, et à travers une ZAC qui va gérer tout. D'accord. Ce que je comprends, c'est que la question que vous amenez, c'est la question de la gouvernance. Mme Raille a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas encore réfléchi au modèle de gouvernance, donc je vous invite à nous faire part, si vous avez des idées. Je ferai tout par écrit, je sais. Moi-même, voilà, je suis surpris, comme vous aussi. Seconde question aussi, c'est un peu prématuré. Il faudrait que ce soit un concours international. Pourquoi? Parce que ça aura un impact pour Montréal et reconnaissance de Montréal et de ce qu'on fait, mais aussi on aura des idées très riches, probablement, en dehors de ce que j'ai fait ou ce que Sidley et autres architectes ici, urbanistes, ont proposé ou peuvent proposer. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'il est prévu qu'il y ait un concours international suite à la consultation? Où il sera prévu. Où il sera prévu. OK. Est-ce que vous avez une réponse à cela? C'est une question qu'on étudie en ce moment, le fait d'avoir un concours de design pour la conception de l'aménagement de l'espace. C'est ça votre question? Le concours se porterait sur l'aménagement, c'est ça? S'il vous plaît, je me permets de vous corriger. Le concours serait sur la programmation, en quelque sorte, que l'ensemble montréalais va proposer à l'international, lesquels ils vont émettre les idées, l'illustration de cette programmation, ou peut-être mieux, s'ils ont mieux que nous ici, et le concours d'illustration, en quelque sorte, de ce que c'est, ça serait par la suite. Donc, si je comprends bien, vous dites après les résultats de la consultation, quand les Montréalais auront fait les grandes idées, est-ce qu'il est prévu qu'on puisse faire un concours international pour incarner cette idée? Ce à quoi on réfléchit en ce moment, c'est que suite à cette consultation et aux études, il serait rédigé un programme et qu'ensuite on irait en concours pour que ce programme-là soit réalisé en un espace en aménagement. Là, vous proposez qu'on fasse un concours pour le programme. Oui, je vous invite à déposer cette suggestion effectivement par écrit et nous allons étudier la question. Je m'adresse à vous. Oui. Avec toutes les propositions que j'ai, et c'était la troisième question malheureusement, qui va piloter l'ensemble de décisions et le chemin à faire? C'est vous ou c'est Mme Laplante? Après la consultation publique, nous, le rôle de l'Office se limite à la consultation publique. Très bien. La Commission va prendre toutes les opinions que vous allez nous envoyer et nous allons les traduire dans un ensemble de recommandations à l'intention de la Ville.
par la suite, la décision appartient aux élus et ensuite ça descendra dans la structure de la ville. J'ai parfaitement compris, je m'adressais d'abord. Voilà, donc vous vous adressez à nous à partir du 6 novembre. Bonne soirée. Ça, c'est question. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant M. Jean-Marc Zerbib, s'il vous plaît. Bonsoir. Je travaille pour une entreprise qui gère 2 commerces sur la rue Sainte-Catherine, un à hauteur de McGill College, l'autre à hauteur de Crescent. Et vous avez parlé de travaux d'agrandissement des trottoirs à partir de Bleury, je crois. Est-ce que vous avez des dates précises et sur quel tronçon? Madame Ray. Donc, vous parlez des travaux de la rue Sainte-Catherine-Ouest? Oui. Donc, en ce moment, les travaux pour l'ensemble du tronçon entre De Bleury et Mansfield, vous êtes plus loin que Crescent? On est à l'angle de... On a un commerce vous en avez un ici, donc, et un autre à l'angle de Crescent. Donc, on va commencer les travaux entre Robert Bourassa et De Bleury en 2019. Devrait se terminer en 2020. D'accord. Le tronçon qui est entre Mansfield et Robert Bourassa, on va être en discussion dans les prochaines semaines, prochains mois avec le REM, parce que la difficulté, c'est que le REM est à cet endroit-là en ce moment pour réaliser. Donc, la date exacte n'est pas connue. On imagine 2020-2021 pour faire ce tronçon-là. Ensuite, de Mansfield vers Atwater, c'est probablement jusqu'à maintenant, on a prévu commencer en 2022, c'est à peu près 2 ans par 600 mètres. Donc, on couvrirait probablement jusqu'à Crescent en 2022, 24, 25, 22, 23, 2022, 2023 pour ce tronçon-là. Mais on est encore 4 ans à l'avance. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses d'ici là, mais c'est ce qui est prévu en ce moment. OK, merci beaucoup. Moi, c'était ma seule question. C'est votre seule question? Vous savez que si vous avez des questions sur le projet de la rue Sainte-Catherine-Ouest, il y a un site Internet et vous pouvez laisser aussi, j'ai oublié de donner cette information-là. Vous voyez la jeune fille qui va lever sa main, qui s'appelle Katia. Katia peut prendre toutes les adresses courriels des gens qui voudraient s'inscrire à l'infolette pour le projet Sainte-Catherine-Ouest. Et si vous voulez de l'information pour McGill, je vous invite à lui donner votre courriel aussi, parce que pour l'instant, on va fonctionner avec le même outil. Et donc, si vous lui laissez votre adresse courriel, vous allez recevoir un courriel en vertu de la loi anti-pourriel qui vous demande de confirmer que vous voulez bel et bien recevoir de l'information. N'oubliez pas de cliquer dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et après ça, vous allez recevoir les infolettres. Avec toute cette information-là, vous allez être invité aux séances d'information, vous allez être invité à participer à des comités de bon voisinage. Donc, je vous invite, si vous voulez de l'information sur le projet de la rue Sainte-Catherine-Ouest et les travaux, à laisser votre adresse courriel à Katia. Oui, je demanderais peut-être à Katia de se lever, que les gens puissent voir qui elle est. Parfait. Donc, voilà, vous pouvez. Merci beaucoup, monsieur. J'appellerai Mme Laurel Thompson, s'il vous plaît. Bonjour, Madame la Présidente. Je vais parler en anglais, s'il vous plaît, parce que c'est plus facile pour moi. In the struggle against global warming, public transit is a good strategy, but we must pay attention to how it is built, how much travel we do to bring supplies to people, how big the facility is, where we put the tracks, how many emissions are produced by different materials, and so on. My question is, have you measured the greenhouse gas emissions that will be produced by the McGill College station? The REM station. Yes. Okay. That's your question? That's my question. That's my first question. C'est Madame Cousineau qui va pouvoir répondre à cette question. We don't have the exact number for specific to the McGill station, but I can assure you that we actually have the number for the old system, which is 67 kilometers. And the green gas emission during the construction is 87,000 tons, but we are going to plant 250,000 trees in order to have a zero carbon impact with the construction of the system. So the construction of this system would be carbon neutral, basically. So you don't know exactly how many will be produced by the McGill station? For the whole system. Well, I suggest that you get it for the McGill station, and I would because we have to watch how many emissions we produce, and there should be a limit on how many we do for each station. And in order to keep it as low as possible, we need to know exactly what it is.
I agree, but unfortunately, we're not into the realm of the city at this point if you're talking about the reduction, but we take note of your demand. We're not in the realm of the city because C'est un projet des partenaires, c'est bien ce que j'ai compris, oui. I'm sorry, it's a project of... It's not a city, the REM, the Réseau électrique métropolitain, is not a city project. Am I wrong? No. No, but it's being done on the island of Montreal, and Montreal has to watch how many emissions it produces, so doesn't it have to comply with what the city's limit is? Oui, allez-y. Honnêtement, je ne sais pas les lois sur je vais m'informer sur les exigences des partenaires qui font des travaux sur la Ville de Montréal. Je ne les connais pas, les exigences que la Ville de Montréal impose à ses partenaires. On peut obtenir l'information. Oui. Oui, so we'll take note of your question to see about the compliance because they don't know, and they will send us the information as soon as they have them regarding that aspect of your question, and we'll put it on our website. Okay, because it's so bad now, we have to watch every project. I agree. We can't produce more, and if there's a way to do it with less, we should do it. I understand very well. Do you have another question? No, my second question was going to be to make sure that we don't produce too many emissions. Do you have a limit on how many you produce for this project? Does the city have a limit? Does the Caisse de dépôt have a limit? Is the case trying to keep it down? She said 87,000 tons. Yes. I seriously doubt that figure because they're all the emissions that are produced by the cement. And my understanding is that that's quite a lot more than 87,000 tons. Quite a lot more. So I'm wondering, is the case trying to keep projects, the emissions produced low, and what is their limit? I would like to know that specifically. Do we have this information, Madame Cousineau? On vous fait marcher ce soir. Transport actif, en effet. Si vous me permettez, je vais répondre en français. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que le calcul pour l'émission des gaz à effet de serre tient compte des méthodes de construction du REM. Alors, ces émissions-là ont été évaluées à 87 000 tonnes, mais comme je mentionnais, on va planter 250 000 arbres pour compenser ces gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est la réponse pour le projet du réseau express métropolitain. Et en ce qui concerne la Caisse, vous savez, elle a déjà tout un plan de réduction justement des investissements en carbone. Donc, vous pouvez aller consulter cette stratégie-là sur le site de la Caisse de dépôt si vous avez des questions supplémentaires concernant la stratégie de la Caisse à ce sujet. Okay. Did you catch that? I did. I caught it. Yeah. Okay. I just don't think that 250,000 trees are going to do it. For the amount that's produced, and I don't know how to say that to the REM, so I'll have to figure out another way. Yeah. Thanks. Thank you very much. Okay. Monsieur Daniel Chartier, s'il vous plaît. Bonjour. Mes questions vont porter sur les notions de caractérisation identitaire d'une première partie. Une première part, c'est sur les questions, ce qui touche le domaine public, et le deuxième, les interfaces avec les propriétaires adjacents. La caractérisation identitaire qu'on voit dans le document, il parle de deux choses, c'est-à-dire de perspective et de topographie. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la méthodologie. Enfin, est-ce qu'on va être capable d'avoir des choses rapidement, puis d'avoir des documents rapidement qui permettraient aux citoyens de comprendre les subtilités de la topographie. Là, on voit 5 blocs, les 4 grandes sections, mais même à l'intérieur des sections, il y a des sous-sections. En parlant du domaine public, au niveau de la topographie, et aussi au niveau des perspectives sur le Mont-Royal ou sur le secteur de la place Ville-Marie, les ambiances changent. C'est-à-dire comment est-ce que l'OCPM et la Ville vont faire pour faciliter la vie aux gens qui ne sont pas nécessairement sur place, pour bien ressentir les subtilités au niveau de l'évolution des perspectives et au niveau de l'évolution de la topographie. C'est ça. Est-ce que vous avez une réponse?
Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Vous voulez savoir si pendant la consultation... Non. Oui, bien, c'est-à-dire que... C'est ça. Ils veulent avoir... Oui, je vais essayer. Quel vous voulez avoir des informations complémentaires à celles qu'on trouve dans le document de présentation sur la caractérisation identitaire et l'évolution des ambiances, de la topologie, des vues. Je n'ai pas lu tout le gros document. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Dans le document 3.2, vous allez trouver sur notre site, document 3.2, il y en a aussi des copies, une copie pour consultation. C'est celui de Jonathan Char? C'est le document de Jonathan Char. Je n'étais pas rendu à la fin. Là. Exactement. Donc, vous allez trouver, je pense, une partie, ou en tout cas une partie indirecte de vos réponses là-dedans. Par ailleurs, nous, on va faire beaucoup de travail in situ. Vous demandez comment l'Office va faire pour vulgariser ça. Entre autres, je vous ai dit tout à l'heure que dans notre méthodologie, on prévoyait aller sur le site, faire de l'appropriation des gens qui puissent voir le site et des explications et de l'animation qui nous permettraient d'expliquer aux gens que ça intéresse et de ressentir un peu mieux ce qui se passe. OK. Le deuxième aspect, par rapport aux interfaces avec le domaine privé. On regarde les œuvres d'art, en général, sont sur le domaine privé adjacent. Et la coordination entre quand on a une opinion à donner, on ne sait pas nécessairement où est la limite, en tout cas dans ce document-là, on ne voit pas la différence entre le domaine qui est privé et ce qui est public, là, où est la démarcation entre les deux territoires, alors que souvent le sol se poursuit jusqu'aux façades. Ce n'est pas nécessairement la ligne de la façade qui est la ligne de propriété. Est-ce qu'il y a des processus de prévus pour que, un peu comme M. Boisclair se questionnait, comment les propriétaires privés, comment le processus prévoit faire pour que les propriétaires privés interagissent avec le projet? Bien, on vous demande d'abord, pendant la consultation, si vous avez des interactions à suggérer, de la façon dont pourrait se faire l'interaction entre l'espace public, l'espace semi-public et l'espace privé. Suggérez-le et ensuite la Ville pourrait étudier ça, aller rencontrer les propriétaires et voir si c'est possible de réaliser ces interactions possibles-là. C'est une question d'ailleurs qu'on avait soulevée dans les discussions préliminaires, effectivement, comment est-ce que cet espace-là peut communiquer avec le privé. Je pense qu'on va essayer aussi de vous sortir une carte où on voit clairement la limite de propriété. Ça, je suis pas mal sûre qu'on peut avoir, parce qu'on n'a pas tant que ça d'informations, on vient juste de commencer, mais je suis sûre qu'on peut trouver une carte avec une limite de propriété, ça, je suis certaine. Donc, on va vous sortir ça, puis on le rendra public. Tout à fait, ça va être très utile. Puis ça va vous permettre à vous peut-être de nous aider et de nous faire des recommandations. Comment est-ce que cet espace public-là peut interagir avec l'espace privé? Monsieur Chartier, ça répond à votre question? Bon, donc, on merci. devrait le retrouver sur notre site sous peu. J'essaierai de lire le gros rapport. C'est très intéressant, je peux vous le dire. Voilà, et j'appellerai maintenant M. André Boisclair, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je reviens sur le thème de la faisabilité, puis de comprendre comment tout ça se connecte dans les éléments de contexte. Madame Rein nous a dit tout à l'heure que les travaux ne commenceront pas véritablement avant 2021, puis que si on avait imaginé un phasage, ça va être 4 cartes Sainte-Catherine, d'abord et avant tout, compte tenu des travaux de la station REM. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez bien compris que l'intention, c'est que quand le REM va refermer, on tente d'éviter qu'il fasse un aménagement temporaire, puis qu'ensuite, on vienne le défaire pour faire l'aménagement final. Donc, on essaie vraiment, l'objectif, c'est d'être là quand eux vont sortir. Ceci dit, s'ils sortent au mois de décembre, il y a une tempête de neige le lendemain, ça se peut qu'on attende au mois d'avril pour commencer à nos aménagements. Et comment tout ça s'intègre dans la planification déjà des travaux de la rue Sainte-Catherine qui doivent se rendre jusqu'à Mansfield? Et donc, est-ce que cela s'imbrique sans que la séquence Sainte-Catherine soit modifiée? Vous savez déjà qu'on n'a pas pu réaliser cet été les travaux entre Mansfield et Robert Bourassa. Et là, on va essayer de les faire pendant que le REM est là. Parce que ça Donc, on a besoin de discuter un peu plus avec eux pour voir comment est-ce que nos camions et leurs camions peuvent passer dans cet espace-là en 2020-2021.
les études auxquelles vous avez fait référence tout à l'heure sur l'état des infrastructures. Oui. Dans le cas de Sainte-Catherine, ce sont les infrastructures qui commandent la réfection de la rue. Là, on a un peu l'impression que c'est la rue qui va... Elles seront rendues publiques quand? Et est-ce qu'elles incluront la rue Maisonneuve? Jusqu'à maintenant, on n'a pas demandé pour 2 Maisonneuve. C'est sûr que ça passe à travers l'intersection. La STM a des besoins, la station de métro qui La doivent être STM, imperméabilisées. ils sont déjà très avancés dans leur projet. Comme ils vont le faire. Donc, la STM va faire son imperméabilisation indépendamment de notre projet. Je ne veux pas avancer leur projet, là. Mais nous, en fait, on a parlé au service de l'eau il y a quelques jours. Ils nous ont dit 1 mois. Je pourrais peut-être 2 mois. Des fois, ça prend un peu de retard. Mais d'ici Noël, l'état des infrastructures sur McGill devrait être connu. Mais vous savez, la programmation, on la rédige en janvier, février, mars, avril. On a besoin de cette information pour avoir. Madame la Présidente, vous comprenez que c'est juste la perception de comment tout ça s'intègre. Je vous en prie, je pense que ça va des autorités publiques, parce qu'il y a un enjeu de faisabilité technique au-delà de la volonté du design et ainsi de suite. Dernière question. On a abordé ce projet conduit par des gens qui s'intéressent aux infrastructures, donc d'où... mais il y a aussi l'enjeu de l'urbanisme et la possibilité que le cadre bâti soit transformé alentour de cette place pour la mettre en valeur. Est-ce que la Ville prévoit, dans ces éléments de contexte, au-delà de la rue, prévoira interpeller les Montréalais sur des éléments d'urbanisme? Donc, comment infrastructure parle à urbanisme? Est-ce qu'il y aura un PPU de la hauteur? Comment l'un et l'autre vont converser? Parce qu'on a comme les yeux sur la brique, l'asphalte, puis le béton, puis tout ça, c'est correct. Mais il y a aussi un environnement qui vit alentour. Et puis, est-ce que cela pourrait faire partie de la mise en valeur de l'espace? Et donc, est-ce que les services d'urbanisme sont mobilisés aussi, puis auront-ils des choses à nous dire d'ici la consultation publique du mois de novembre? Madame Rein. C'est une possibilité qui a été soulevée, mais ça ne se fera pas d'ici le mois de novembre, non. Donc, je vous suggère de faire la recommandation à l'Office pour que ça soit étudié par la suite. Okay. D'accord. Donc, on n'aura pas donc de contribution du service d'urbanisme avant le moment du dépôt. Avant la consultation, ce qui est un peu étrange, puisque vous aviez à statuer sur un dossier que vous deviez juger complet. Il y a un enjeu là. On vous entend, M. Boisclair, et on espère que vous allez venir nous le dire le premier et qu'on pourra faire les recommandations Je vous remercie. En conséquence. Je vous en prie. On a des nouvelles. Oui. Écoutez, j'ai M. Chartier qui revient. J'aimerais inviter les gens, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'inscrire, j'aimerais donc les inviter à aller le faire maintenant, parce que sinon, on fermerait le registre dans environ une quinzaine de minutes. Bonjour. Allez-y. C'est parce que tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de caractérisation identitaire qui était dans le document et qui est la grosse brique. Mais ce document est surtout est extraordinaire au niveau de l'analyse historique, mais au niveau de l'analyse du cadre actuel, physique, il n'y a pas c'est pas une vraie analyse de caractérisation des paysages, de ressentis et le long de McGill College, là, c'est-à-dire comment on se sent au niveau de la topographie, de l'environnement bâti, etc. Donc, cet élément-là devrait... c'est nécessaire pour avoir un travail de qualité. Est-ce que je comprends que c'est une demande? Oui, c'est une demande de savoir s'il y a un processus qui va permettre de produire ce type. Est-ce que la Ville a prévu produire ce type de document-là? Pour cette consultation-ci? Oui, ou après, là, mais en tout cas, le plus vite sera le mieux, là, ne serait-ce que d'avoir la phase A de quelque chose qui sera beaucoup plus consistant. Nous sommes actuellement en appel d'offres pour produire ce document-là, mais il ne sera pas connu. Oui, c'est une consultation en amont. Voilà. Donc, oui. Oui, bien sûr. Le document sera public une fois qu'il sera réalisé. Voilà. Le livrable, je pense que c'est décembre ou janvier? Fin décembre, janvier? Janvier. Alors, Madame Ananian. Est-ce que vous pourriez préciser si cette caractérisation des paysages, selon votre recommandation, serait accompagnée de la perception des usagers?
Non, c'était pas ça. C'était de voir vraiment, idéalement oui, là, mais dans un premier niveau, c'est d'avoir une description fine de la topographie. Donc, on voit les pentes à 1 2 6 donc, ça a un impact majeur sur la manière d'aménager le territoire. Là, les gens voient le site comme étant, ont l'impression que c'est un site plat, mais il y a des nuances très fortes. Et chaque section ou sous-section a une personnalité propre. Et il faut qu'il y ait une unité dans l'ensemble, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un traitement uniforme d'un bout à l'autre. Donc, à quelque part, il doit y avoir des outils qui sont donnés aux citoyens pour qu'ils prennent conscience de cette subtilité-là au niveau du domaine public et aussi de l'encadrement. Il doit y avoir moyen de faire des choses au moins de montage 3D oui, c'est rapide. Ce que j'allais vous dire. Lors de la séance d'information in situ, l'Office a demandé la production d'une maquette en 3D à l'échelle, mais qui va avoir en fait l'espace de la place qui va être vide. Donc, il va donner un peu l'impression aux gens de pouvoir comprendre avec les bâtiments, avec ce qui se passe, ce qu'il y a là-dessus. Donc, ça va être une première façon pour nous de permettre aux citoyens de s'approprier la compréhension de l'espace. Et la maquette est à quelle, Pierre, à quelle échelle, tu ne sais pas, hein? Mais c'est assez impressionnant. La maquette comme telle va mesurer à peu près 12 pieds par 3 pieds, en 4 sections pour bien caractériser chacun des îlots. Puis je crois que les bâtiments, ils vont de la hauteur d'à peu près 3 pieds, 8 pieds. Et donc, ça devrait permettre aux gens de pouvoir s'imprégner un peu de l'esprit et comprendre un peu mieux ce qu'il en est. Du moins, c'est ce que l'Office qu'on pouvait faire. Et on va se promener, à la fois, on va être in situ, donc sur le site, donc les gens vont pouvoir aussi se tourner et visualiser de quoi on parle, mais on va être aussi dans les lobbies des différents immeubles adjacents riverains, donc pour permettre aux gens d'aller voir, ensuite d'aller voir à l'extérieur, de revenir et de ressentir un peu mieux ce dont on parle. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que j'aurais d'autres interventions? Non? Alors, je demanderais qu'on ferme le registre, ou peut-être je vous laisse 5 minutes. Je ne sais pas si mes collègues commissaires ont quelques questions complémentaires à poser. Ce serait votre dernière chance, membres du public, d'aller vous inscrire, poser des questions. Monsieur Duhamel. Oui, je voudrais une précision, une définition, c'est-à-dire parce que on a généralement une perception unitaire du centre-ville de Montréal. On descend en ville, on s'en va en ville. Mais vous, dans votre présentation, vous en parlez au pluriel. Vous avez dit animation de nos centres-villes. Qu'est-ce que ça veut dire, nos centres-villes au pluriel? J'ai toujours compris que j'avais, comme Montréalais, c'était dans la partie 2. Oui, j'avais un centre-ville énorme, très vivant. Est-ce qu'il y a des centres-villes que je ne connais pas? Oui. Allez-y. En fait, on était ici dans les perspectives d'avenir, donc c'était une perspective beaucoup plus large, donc c'était de manière générale. Donc, on est chanceux à Montréal, on a un centre-ville relativement animé naturellement, contrairement à des villes américaines. Donc, c'était en général, de manière globale, comment on génère de l'animation dans les centres-villes du monde. Donc, mais on parle évidemment du centre-ville de Montréal au singulier. Parfait. Madame Ananian? Oui, j'aurais peut-être une demande de précision en ce qui concerne la programmation commerciale, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont en train d'être décidées avec les projets environnants, que ce soit la place Ville-Marie, que ce soit Montréal Trust futurement et le centre Eaton. Et donc, si vous avez certaines contraintes ou potentiels identifiés en ce qui concerne la programmation commerciale qu'on pourrait avoir en termes d'activité sur la place, ou le lieu, disons le lieu pour l'instant. Vous voulez dire, est-ce qu'il existe une réglementation qui limite le type de commerce qu'il pourrait y avoir sur la place? Limitation, ou bien si dans votre vision, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, donc soit des installations éphémères, des food trucks, ou bien des choses qui pourraient compléter l'offre commerciale.
en fait, en ce moment, ça existe qu'il y a des artisans ou des commerçants qui obtiennent des permis pour soit de façon plus permanente. Je pense que c'est annuel, Guy. Hein? C'est l'arrondissement Ville-Marie qui octroie les contrats pour permettre aux commerçants d'occuper l'espace public. Donc, ça se fait déjà à Montréal. Les artisans, il y a plusieurs artisans. Je pense qu'il y en a 38 dans ce secteur-là, qui obtiennent des permis chaque année. Puis, il y a d'autres modes aussi d'entente avec des organismes comme avec il s'appelle la Corporation des marchés publics. L'arrondissement, en ce moment, a une entente avec la Corporation des marchés publics. Ils leur louent certains espaces, puis eux, ensuite, ils trouvent des commerçants qui occupent ces espaces-là. Donc, ça se fait déjà à l'arrondissement Ville-Marie, probablement dans d'autres arrondissements. C'est tout à fait possible de le faire. Aussi, il y a le modèle dans le quartier des spectacles. Là, donc, les deux espaces qui sont des restaurants qui sont faits... L'espace existe, appartient à la ville, qui le loue. C'est à long terme, n'est-ce pas? Il y a eu un appel d'offres et tout ça. Donc, il y a toutes sortes de modèles possibles pour permettre effectivement à ce qu'il y ait des commerçants qui s'installent sur un espace. Il y a d'ailleurs, je pense que dans l'étude de développement économique, on a demandé aux gens de nous proposer, de réfléchir à cette question-là, parce que c'est quelque chose qu'on avait discuté. En fait, pour parler plus globalement de l'enjeu, il y a un intérêt à ce que Montréal puisse offrir des espaces à des créateurs pour venir vendre leurs produits. Et puis, on réfléchit à comment c'est possible pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir un espace à un moment donné au centre-ville, parce que les taxes sont très, très élevées. Donc, c'est une question qu'on a discutée notamment avec les commissaires. Est-ce que c'est possible de trouver un certain mode pour que certains espaces sont donc disponibles pour des créateurs? Et comment est-ce qu'on fait pour sélectionner ces gens-là? Comment est-ce qu'on fait aussi? Ce qui serait intéressant, c'est que ces espaces-là permettent à une animation, que ces gens-là ne soient pas juste 2 heures par jour, mais qu'ils soient là le soir, la fin de semaine, puis qu'ils offrent une forme d'animation qui sécurise le lieu aussi. Donc, c'est des choses auxquelles on réfléchit de façon continue, et peut-être que McGill serait un espace approprié pour ça. Donc, on vous invite, si vous avez des idées sur la question, d'en parler pendant l'Office de consultation publique, mais c'est un sujet qui est très, très intéressant. Comment offrir à la spécificité des créateurs de Montréal de s'exprimer dans un espace comme ça. Puis après ça, pour les modes de gestion ou de location ou tout ça, on pourrait voir, nous, à l'interne, qu'est-ce qui est possible de faire à l'intérieur des lois, mais il y a des modèles qui existent en ce moment. Est-ce que le représentant, ça vous satisfait, Mme Yananian? OK. Donc, parfait, merci. J'ai 2 autres personnes qui sont inscrites à la liste. Donc, j'appellerai M. Robert Ajali, s'il vous plaît, à venir adresser ces questions. Okay, good evening, everyone. My first question has to do with the fact that I understand the plan for St. Catherine Street is to reduce available parking. And one justification given for that is that people will be able to access parking in the neighboring buildings underground. So my first question is whether the plan for McGill College, because you see, along McGill College, there are a lot of buildings with underground parking. But for cars to use this, they have to have access to it. So my question is whether the plan for McGill College will allow that access, which requires that the cars can go along McGill College. Madame Ray. Oui. Il n'a jamais été question de réduire l'accès au stationnement actuel ou de l'éliminer. Donc, en ce moment, il n'y a jamais été question. Ce qui est prévu, c'est qu'on va garder l'accès au stationnement. Il y en a 2. Il y a le centre Eaton, qui est dans le tronçon entre Sainte-Catherine et de Maisonneuve, puis il y a le stationnement de la place Ville-Marie, et les accès seront conservés. So you're going to allow, I want to clarify, sorry. You want to allow this access or not? Yes, we will. You will, okay. She said in the presentation that one of the constraints that we had to deal with while doing this consultation was maintaining the access to the existing parking both in Eaton Center and Ville-Marie. Okay, thank you for that clarification. That's good. Second question, it seems to me that in terms of the center of the city as a commercial center, that the replanning of St. Catherine Street is much more important than the replanning of McGill College. Because in fact, if you look at McGill College now, there are very few stores along it, and it's not much used for shopping. It's not also much used for transport, whereas St. Catherine Street is a lot used for both. So I want to ask this question.
Why is there a consultation at McGill College, but not on the plan to reform St. Catherine Street? Madame Ray? Est-ce que ça va si je réponds en français? Yeah, go ahead. OK. Il y a eu une consultation sur Sainte-Catherine, en fait, en 2014 et 2015. Elle n'était pas à l'Office de consultation publique, mais il y a eu vraiment plusieurs activités sur plusieurs mois sur le projet de Sainte-Catherine. Il y a 2 rapports de bilan de cette consultation-là qui sont en ligne sur le site de sainte-cat.ca que vous pouvez consulter. I took part in that consultation. No plan, no specific plan was put to us, and certainly not the plan of the current administration, which was not in power. It is useless as a consultation on what is being proposed now. Est-ce que la question, c'est... Oui, do you have a question? We understand that this Well, is an opinion. no, it's but, a comment. Yeah, it's a like comment. Yeah. I understand your answer, but it's not a good answer. I'm sorry to say that. No reflection on you. Okay. Thank you. Thank you. Mr. Yves Essonneau. Monsieur Yves Essonneau, excusez-moi. C'est correct. Bonjour, je suis Yves, je suis étudiant à l'Université de Montréal. On a été conviés ici par un de nos professeurs dans le cadre d'un travail de cours. Et ça a été intéressant d'entendre la présentation. Et il m'est venu à l'idée, en regardant l'ensemble de projets qui sont faits au niveau du centre-ville, de me questionner sur quelque chose. Parce que dans le cadre de nos cours à l'Université de Montréal, parce que je suis étudiant en urbanisme, dans le cadre de nos cours à l'Université de Montréal, on a pu appréhender le fait que le centre-ville s'étire. Il s'étire et qu'on a relativement plus un noyau qui se retrouve exactement à un endroit, mais qui s'étend relativement sur l'ensemble des différentes voies est-ouest sur le centre-ville. Néanmoins, ma préoccupation, j'imagine que certainement la question a déjà été posée au niveau des services d'urbanisme de la ville de Montréal, c'est concernant l'activité commerciale. Nous, on a la chance, pendant les études d'analyse en urbanisme, de savoir que l'activité commerciale elle est assez importante au niveau des centralités. Et je me demandais, quand on circule déjà sur la rue de Sainte-Catherine actuellement, on voit plein de magasins qui ferment. Il y a des grandes affiches, des soldes et tout, qui sont en train de partir. Est-ce que l'ensemble de toutes les activités qu'on a pu voir tantôt et des projets à venir qui vont s'étaler sur plusieurs années ne vont pas asséner un coup de grâce au commerce et éventuellement faire péricliter le centre-ville? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez une réponse? Peut-être que tu peux compléter. Vous savez, c'est surtout Sainte-Catherine qui est commerciale. McGill est commercial aussi, mais c'est surtout dans le secteur sud. Les travaux sur Sainte-Catherine, c'est que les infrastructures sont vraiment en très mauvais état. On n'a pas ici dans cette présentation-là, mais on l'a dans d'autres présentations. C'est arrivé que des véhicules sont passés au travers de l'asphalte parce que donc les travaux sont nécessaires. Effectivement, les travaux sont difficiles pour la vitalité commerciale. La Ville a mis en place certaines mesures. Donc, je ne sais pas si Noémie, tu veux en parler un peu des mesures qui sont développées dans Sainte-Catherine pour soutenir les commerces, mais les travaux sont malheureusement nécessaires. Maintenant, pour les mesures, Noémie, est-ce que tu veux venir peut-être en parler un peu? Parce que je voudrais juste ajouter, avant qu'elle réponde, que la réalité, bien sûr, c'est Sainte-Catherine. Mais si Sainte-Catherine souffre, toutes les voies qui sont adjacentes, latérales, vont en partir de la même façon parce que, d'une certaine manière, les gens vont devoir esquiver Sainte-Catherine pendant les travaux pour se rabattre sur des voies qui sont dans l'alentour. Et du coup, si ça devient beaucoup plus compliqué de circuler, ben c'est sûr que le centre-ville, il devient difficile et il va plutôt faire fuir les gens. De manière générale. On entend. Je demanderai à Madame peut-être de venir vous expliquer ce qui est prévu. S'il vous plaît, vous nommer pour faciliter le travail de la sénatrice. Bonsoir, Noémie Lucas. À la Ville de Montréal, au développement économique. Donc, effectivement, les travaux doivent être faits. Nous, notre travail au service du développement économique, c'est de mettre en place des mesures pour atténuer les impacts pour les commerçants. C'est certain qu'il y aura toujours des impacts quand même. On s'entend, là, c'est des travaux majeurs d'infrastructure. Maintenant, dans le cadre de la rue Sainte-Catherine, on a mis en place ce qu'on appelle le PRAM Sainte-Catherine, le programme Réussir à Montréal, qui a différents volets, notamment un volet promotion commerciale, un volet
volet de communication également. On met en place un programme de rénovation, de subvention à la rénovation des immeubles commerciaux, donc auxquels ont accès à la fois les propriétaires immobiliers et les commerçants. Et par ailleurs, parallèlement à tout ça, on est en train de finaliser, si on veut, un nouveau programme qui sera un programme d'aide financière aux commerçants en situation de chantier majeur. Donc, c'est un programme qui va être disponible à l'échelle de l'agglomération. Le but, ultimement, c'est de donner un petit coup de pouce aux commerçants qui, effectivement, vivent les impacts de ces chantiers-là. Donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est une subvention directe aux commerçants en chantier pour leur donner un coup de pouce puis les aider à passer au travers. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc, chers collègues, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Eh bien, ceci conclurait notre séance pour ce soir. Je veux vous remercier tous d'être venus en si grand nombre assister à cette soirée et vous inviter, bien sûr, à nous rejoindre pour un 5 à 7 la semaine prochaine où on pourra voir des projets inspirants et voir un peu plus comment le projet va s'inscrire dans le contexte. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée.